D'abord, alors, grand merci à tout le monde d'être venu. Je ne sais pas combien on est, mais c'est un grand succès. Merci beaucoup d'être venu. Le simple fait que vous veniez aussi nombreux, en fait, alors que nous ne sommes pas en période électorale, et alors que je suis quelqu'un qui suis totalement interdit des médias, des grands médias, en dit long sur l'état de la situation française. Voilà. Depuis, ça fait bientôt, dans quelques jours, nous fêterons les 16 ans que j'ai créé l'UPR contre vents et marées. Et je peux vous dire que ce n'est pas de la tarte. Ce que je vois, c'est que depuis quelques années, pas beaucoup, mais depuis 4-5 ans, disons avec la présidentielle de 2017 à laquelle j'ai participé, il y a eu un commencement de début de gens qui ont commencé à se poser des questions. Mais ce qui est très sensible, c'est depuis quelques mois maintenant, il y a de plus en plus de Français qui se posent des questions. Et de plus en plus de Français qui viennent sur mes analyses, il suffit de regarder les scores que je fais sur Internet, qui sont quand même assez spectaculaires. Spectaculaires au point même que maintenant ils manipulent sur YouTube le nombre de vues. C'est un truc incroyable. J'ai fait une vidéo, j'ai été enregistré par Éric Morillo dans Les Incorrectibles. En bout d'un jour, j'étais à 100 000 vues. Au bout d'un jour et demi, 150 000 vues. Un jour et 18 heures, 192 000 vues. On allait faire 200 000 vues en 2 jours, ce qui est quand même très bien. Et puis le lendemain matin, 185 000 vues. J'ai dit, bizarre ça. Comment est-ce qu'on peut passer de 192 000 à 185 000 vues? Alors je me suis dit, bon, j'ai dû avoir la berlue, parce que je regarde pas mal de trucs en même temps. Et puis après, on monte 186, 187, 190, 192, 195, 185 000 vues. Alors j'appelle Morillo, je lui dis, c'est quand même bizarre. Il me dit, oui, j'ai déjà remarqué, c'est un peu bizarre. Oui. Alors ça fait 15 jours, et maintenant on est à 178 000 vues. C'est dingue, hein. Donc plus les gens vont consulter mon truc, et moins le nombre de vues, et plus le nombre de vues diminue. Donc c'est un peu curieux. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est comme ça. En attendant, ce que je sais, c'est que dans Paris, mais pas seulement dans Paris, quand je circule en France, il y a de plus en plus de gens qui m'abordent dans la rue, ou qui me font des petits... Je suis venu hier au Creusot, j'ai pris le TGV, il y avait un contrôleur qui vient et qui m'avait... Il venait par derrière, il ne m'avait pas vu, donc je lui tends mon téléphone avec le QR code de mon billet, quoi. Il prend et... Ah! Il a poussé un cri. Vous êtes monsieur Asselineau? Ben, je dis oui. Mais même, je vote pour vous. Est-ce que je peux faire des photos, etc., etc. Et ça, c'est toute la journée qu'il y a ça. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire et que les Français ont compris qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et ce qui cloche notamment, c'est que j'ai créé un mouvement politique depuis 16 ans. Beaucoup de gens... quand je critiquais l'Europe, quand je critiquais la construction européenne, il y avait des gens qui étaient d'accord. Mais sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, non, pas du tout. Et il y avait une espèce de ce qu'on appelle ultima ratio, c'est-à-dire la raison ultime, en fait, que les gens m'opposaient, c'est oui, mais non, vous pouvez, même si l'Europe a des défauts, l'Europe, c'est la paix. Eh ben non. J'ai fait une conférence qui est en ligne, hein, que vous pouvez aller voir. D'ailleurs, vous l'exhumez sur Internet. Une conférence le 11 novembre 2018 pour le 100e anniversaire de l'armistice de 1918. J'avais fait cette conférence, certains d'entre vous connaissent peut-être le lieu, c'est le Café du Croissant à Paris, rue du Faubourg-Montmartre, là même où a été assassiné Jaurès en juillet 1914, parce qu'il tirait la sonnette d'alarme sur le jeu des alliances automatiques qui était en train de nous entraîner vers la guerre de 14. Et j'ai fait une conférence, donc c'est sur Internet, la preuve est absolument... Une conférence donc le 11 novembre 2018, donc il y a 4 ans et demi, où j'expliquais exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la France risque d'être entraînée dans un conflit planétaire à cause de l'Europe. Parce que c'est la même chose qu'en 1914, c'est-à-dire que c'est un jeu d'alliances automatiques qui nous entraîne contre notre volonté vers un conflit planétaire. Alors, ceci pour vous dire que l'argument « l'Europe, c'est la paix », eh bien maintenant, les gens commencent à comprendre que non. En fait, non. En fait, l'Europe risque de nous entraîner vers un conflit planétaire.
Il y avait un deuxième argument essentiel qu'on me disait, c'était mais l'Europe, c'est la démocratie. Non. Maintenant, avec notamment l'épisode de la Covid, avec les scandales énormes sur la corruption qu'il y a au Parlement européen, il y a quand même rien moins qu'une des vice-présidentes du Parlement européen qui est sous les verrous depuis maintenant plus d'un mois et demi. Un autre député européen, on avait parlé d'1 500 000 euros vous savez, on a trouvé, c'était une députée européenne qui est vice-présidente, elle est grecque. Vous allez vous rappeler cette histoire, hein? Bon. La police a débarqué chez elle, ils ont découvert qu'il y a 1 500 000 euros en petite coupure sous son matelas. Bon. Ils ont dit, c'est quoi ça? Elle a dit, je sais pas. Bon, ça peut arriver, finalement. Je sais pas, moi ça m'est jamais arrivé d'un seul coup de découvrir 1 500 000 euros en petite coupure sous mon sommier, mais bon. Mais le problème, c'est que c'est plus 1 500 000 euros. Maintenant, on en est à 15 ou 20 millions d'euros. On est à dizaines de millions d'euros. Bon. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la corruption. Il y a aussi le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité, que les décisions les plus importantes sont prises par des gens non élus, par une oligarchie absolument non élue, qui prennent des décisions. Voilà, Madame von der Leyen, qui n'est élue par personne, qui est corrompue jusqu'à l'os, qui a été d'ailleurs exfiltrée du poste du ministère de la Défense où il était déjà corrompu en Allemagne. Elle prend des décisions. En fait, c'est pas elle d'ailleurs le cerveau de l'affaire. Hein. Elle n'est elle-même comme Macron que des exécutants, hein, de gens qui sont plus haut placés. Et Madame von der Leyen nous impose des décisions incroyables. Parmi le pompon, c'est quand même le fait qu'elle a commandé, je rappelle, 4 milliards de doses d'injections ARNM Pfizer, alors qu'il n'y a que 450 millions d'habitants en Europe en comptant les bébés. Ça veut donc dire qu'elle a comme une grande, elle a commandé pour 10 doses par personne. Et le plus extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas pour quel montant, et qu'on ne sait pas savoir ce qu'il y avait contenu dans les contrats. Et qu'elle a eu des échanges de SMS avec Al-Bourla, le président de Pfizer, et qu'elle ne veut pas les donner. Et le plus extraordinaire des extraordinaires, c'est en plus de ça que c'est le New York Times qui demande maintenant, en vertu du droit à la communication des affaires, d'avoir les informations, et ce ne sont pas les journaux européens ni français. On est dans une situation de soumission qui défie l'imagination. Il y a une autre affaire qui défraie la chronique, vous le savez bien, qui est d'une importance absolument considérable, c'est le sabotage de Nord Stream. C'est un truc incroyable, ça aussi. Tous les spécialistes qui connaissent la situation savent que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que les États-Unis qui sont derrière. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'appliquer l'adage latin qui prodet, c'est-à-dire à qui ça profite, à qui profite le crime. C'est pas les Russes qui vont détruire leur propre installation. C'est à eux que ça appartient. Et au contraire, eux, leur intérêt est de pouvoir garder le gazoduc en fonctionnement pour, à supposer qu'ils soient méchants et qu'ils veuillent nous faire chanter, ce qu'ils n'ont jamais fait d'ailleurs dans l'histoire des livraisons d'hydrocarbures, mais à supposer même, leur intérêt était de pouvoir garder la possibilité de fermer le gaz ou d'ouvrir en fonction de leurs besoins. 60% de gazoducs étaient détenus par Gazprom. Bon. Mais 20% sont détenus, 10% par deux entreprises allemandes, et puis 10% par Engie français, et 10% par une autre entreprise autrichienne, et 10% restants par la Shell de britannique. Bon. On a le plus grand journaliste d'investigation au monde, M. Seymour Hersh, celui-là même qui a donné un tournant à la guerre au Vietnam en révélant le scandale de My Lai de 13 mars ou 16 mars 1968, en découvrant que des soldats américains avaient fait un oradour sur glane au Vietnam, en fait, avec 500 morts civils au Vietnam dans la province de Quang Ngai. On était en 1968. Seymour Hersh avait obtenu des informations de première main, y compris venant d'ailleurs de soldats américains qui ne supportaient pas ce qui s'était passé. Quand il a balancé ça dans les médias américains l'ont repris. C'était une époque où il y avait un véritable contre-pouvoir aux États-Unis d'Amérique et qui faisait la grandeur de l'Amérique. On dit volontiers que je suis anti-américain. Non, je suis juste. Quand il y a des médias qui
ont la grandeur de faire respecter la démocratie aux États-Unis, c'est bien. Ce Seymour Hersh, qui en 2003-2004 a révélé, en 2004, le scandale de la prison de Abu Ghraib en Irak, où des Américains avaient humilié des soldats irakiens, mais au dernier degré, avec des sévices dignes en fait de camps de concentration nazis. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça a fait un scandale planétaire. Et là aussi, ça a été un tournant dans l'histoire de la guerre en Irak. Bon. Et là maintenant, il sort cette affaire qui finalement, en termes humains, est moins grave. Il n'y a pas de mort. Mais il sort cette affaire. Et qu'est-ce que disent l'ensemble des médias occidentaux? Bon, c'est un vieux schnock. Il a 85 ans. C'est un scandale. Le type, il a parfaitement ses esprits. Et puis, il met en jeu sa réputation planétaire, quand même. Il a eu les plus hautes distinctions journalistiques au monde, à commencer par le prix Pulitzer, un peu le prix Nobel du grand journalisme. Et puis, il a eu des quantités d'autres prix, y compris d'ailleurs un prix des anciens... c'est un truc assez drôle. Je ne savais pas que ça existait, le prix des anciens salariés des services de renseignement américains. La CIA, le NSA, FBI, ils font un prix justement à ceux parmi les journalistes qui leur paraissent le plus fiables. Le plus extraordinaire, c'est que quiconque étudie la situation, c'est qu'il y a un pays qui a intérêt à ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Il n'y en a pas d'autre. C'est eux qui ont le principal intérêt. C'est de couper l'Europe de son approvisionnement en hydrocarbures bon marché. C'est le seul. C'est là ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils ont fait. Donc l'application de l'adage latin qui prodet, on devrait tous regarder vers Washington. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'ils l'ont dit à l'avance. Hein, le 7 février 2022, M. Joe Biden, toujours frais comme un gardon, je rappelle quand même, d'après le narratif officiel, Joe Biden est un type absolument extraordinaire, frais comme un gardon, etc., alors que Vladimir Poutine, je le rappelle, il a la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, il a les pieds plats, c'est vrai, il consomme des psychotropes, il a abusé du Botox, il a un complexe d'infériorité, et il a 3 cancers en phase terminale. C'est vrai, hein, c'est exactement ce que disent les médias. Bon. En attendant, Biden, le 7 février 2022, recevant Olaf Scholz, le chancelier d'Allemagne, a dit cette chose extraordinaire, que si la Russie intervenait en Ukraine, il y avait des bruits de bottes, hein, vous vous rappelez, c'était au début de l'année dernière, que si la Russie intervenait en Ukraine, la Russie franchit la frontière, il n'y aura plus de Nord Stream 2, de Nord Stream. Rappelez, c'est quand même incroyable comme déclaration. Et à ce moment-là, il y avait une journaliste allemande dans la salle. Allez sur... J'ai fait une vidéo récemment, on met tous les liens, vous pouvez trouver ça facilement. Une journaliste allemande qui a dit, mais enfin, quand même, comment vous allez pouvoir faire ça? Du point de vue juridique, vous allez faire ça comment? Et Joe Biden a souri comme la Joconde, si j'ose dire, enfin un sourire énigmatique, et il a dit, vous avez vu cette séquence, il a dit « Ne vous inquiétez pas, nous le ferons ». Bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, maintenant on a un journaliste d'investigation qui explique comment ça s'est passé, minutieusement, avec l'intervention de l'armée norvégienne. Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? On a demandé aux Américains qu'est-ce que vous en pensez. Donc la Maison-Blanche a dit non, c'est faux. Bon, c'est tout. Sans autre explication. Et puis c'est tout. Personne s'est avisé d'aller demander des comptes au gouvernement norvégien. Personne ne s'est avisé d'aller voir si effectivement il y avait eu des mouvements d'avions norvégiens comme indiqué ce jour-là par... vous savez que ça s'est passé en 2 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce sont des plongeurs de l'armée américaine qui sont allés poser des bombes sur les gazoducs en question au large du Danemark et de la Suède, mais qu'il y avait une espèce de détonateur qui fonctionnait en fonction d'une bouée. Donc ils ont été placés là à l'occasion d'un exercice de l'OTAN, Baltraps 2, et puis il ne s'est rien passé pendant 3 mois. Donc ça c'était pour comment dirais-je, brouiller les pistes.
Et puis 3 mois après, c'est un avion norvégien qui a balancé une balise qui est justement au bon endroit et qui a émis sur un code particulier, je sais pas, infrason, je sais pas quoi, qui a activé les détonateurs. Donc la bouée a circulé, donc l'avion norvégien est passé, puis il est reparti, puis d'un seul coup, c'est pour ça que d'un seul coup, on a vu des trucs qui ont explosé. Voilà. Donc tout ça est expliqué par le Seymour Hersh, ce journaliste d'investigation américaine. Et donc nous, que fait le gouvernement français? Il y a quand même 10% qui étaient détenus par Engie. Rien. Que fait le gouvernement allemand? Rien. Et ceux qui réagissent, vous avez vu, c'est le gouvernement russe et le gouvernement chinois qui demandent une réunion du Conseil de sécurité pour savoir que les États-Unis s'expliquent sur ce sujet. C'est incroyable. Ça vous montre le degré d'asservissement de ce qui reste des pays d'Europe. Donc la vérité qui commence à apparaître au grand jour, et c'est pas du complotisme, hein, c'est la pure vérité, ce sont des faits. La vérité, c'est tout simplement que les gens qu'on nous présente comme étant nos dirigeants ne sont pas nos dirigeants. Ce sont des gens qui sont là sur des exécutants, qui exécutent des choses qui leur sont demandées par plus haut. Voilà. Donc on nous disait l'Europe c'est la paix, on disait l'Europe c'est la démocratie. Non, l'Europe, c'est pas du tout la démocratie, puisque on force les Français à avoir M. Macron comme chef de l'État, qui recueille, paraît-il qu'il y a 32% de gens satisfaits. Bon. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être 3%, mais bon. Admettons même qu'il y ait 32%, c'est, vous savez, le plus mauvais score qui ait été obtenu par un président de la République française. Mais ça veut dire quand même qu'il y a 68% de gens qui ne sont pas satisfaits. Et je rappelle surtout qu'aux élections de 2022, l'année dernière, au premier tour de l'élection présidentielle, il a obtenu 20% des électeurs inscrits. Ça veut donc dire que 80% des électeurs inscrits en France ont refusé d'aller voter pour Macron au premier tour. Et je rappelle aussi qu'il n'y a pas eu de campagne, en fait. Je rappelle aussi au passage que moi, j'ai pas eu mes parrainages. J'ai téléphoné à M. Bayrou, parce que M. Bayrou a décidé que c'était lui qui allait donner les parrainages. C'est incroyable. On est dans un monde... La Constitution est absolument piétinée. M. Bayrou, il est le grand Manitou du comment dirais-je, du commissaire au plan. On voit avec quelle efficacité, d'ailleurs, il donne des conseils. Donc je l'avais eu parce qu'à partir du mois de juillet de l'année dernière, ça s'est pris en mayonnaise. Il y a eu l'affaire Zemmour, il y a eu tout ça. Et donc, d'un seul coup, on ne pouvait plus avoir de parrainage. Bon. Donc moi, je fais comme tout le monde. J'appelle Bayrou, qui me prend au téléphone. Donc je lui dis, écoutez, si je n'ai pas mes parrainages, il n'y aura personne pour défendre la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est quand même un sujet, excusez-moi, qui est quand même le grand sujet d'actualité qui va s'imposer de toute façon dans les années qui viennent. Oui, mais vous comprenez... Non, justement, je ne comprends pas. Et donc oui, mais bon, voilà. Il m'a envoyé après 2 députés de son entourage, sont venus voir, et puis bon, au bout du compte, M. Bayrou, qui a fait de façon totalement inconstitutionnelle, et je pense d'ailleurs totalement illégale, il a envoyé des parrainages pour des gens, par exemple pour M. Poutou, qui avait beaucoup moins de parrainages que moi, et d'un seul coup a eu de ses parrainages. Donc il y a eu des magouilles derrière. Enfin, moi, j'ai été celui qui ne devait pas exister. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. M. Bayrou n'a absolument aucun droit ni titre pour faire cela. Et ça se fait. Et les Français ne réagissent pas parce que les médias présentent ça comme si de rien n'était, comme si c'était tout à fait normal. Voilà. Donc les Français, vous savez qu'il n'y a pas eu de débat. On a eu quand même cette chose absolument extraordinaire d'une absence de débat. Il avait un bilan calamiteux. Il nous a laissé une ardoise. Je vous rappelle, je me permets de signaler, en point de vue de la dette, que M. Macron, à partir du moment où il est devenu ministre des Finances, sous Hollande, pendant 2 ans, et ensuite président de la République, ça fait maintenant la 6e année, donc en l'espace de à peu près 8 ans, il a augmenté la dette publique française de 1 000 milliards d'euros. 1 000 milliards d'euros.
C'est-à-dire qu'il a pris, quand il est arrivé, il y avait 2 000 milliards d'euros d'endettement. Maintenant, on est à 3 000 milliards. Alors, 1 000 milliards d'euros, pour que vous voyez un petit peu ce que ça veut dire quelque chose comme 1 359 hôpitaux. Non, excusez-moi, 11 300 hôpitaux. 110 centrales nucléaires. C'est 1 000 milliards. C'est une somme inimaginable, 1 000 milliards d'euros. Lorsqu'il s'agit de relancer un petit peu l'armée française qui est au 36e dessous, on nous explique que donner 3 milliards d'euros supplémentaires à l'armée française, c'est un truc extraordinaire. On nous explique qu'il faut faire les réformes des retraites parce que c'est un drame. On pourrait avoir un déficit de 10 milliards d'euros pendant quelques années avant que ça revienne ouvert. On se moque complètement de nous. 1 000 milliards d'euros. On peut se demander légitimement où c'est passé. Bon, on sait qu'il y en a peut-être 500 milliards qui ont été dépensés à ne rien faire, puisque ça a été le coup de génie de Macron, c'est-à-dire, pendant la Covid, de confiner tout le monde chez soi. On a été un des rares pays au monde à faire ça. Je rappelle que le Danemark, par exemple, la Suède, par exemple, qui n'a confiné personne, qui n'a donc augmenté absolument aucunement sa dette pour payer les gens à ne rien faire. Je rappelle que la Suède a un taux de mort du Covid par habitant inférieur à celui de la France. Donc ça n'a servi à rien. Et je rappelle, alors il y a des pays qu'il ne faut surtout pas citer, donc je ne les citerai que parce qu'on est entre nous. Mais par exemple, la Biélorussie n'a rien fait du tout. Rien du tout. Ils ont beaucoup moins de morts par habitant que nous. La grande majorité des pays du monde, d'ailleurs, n'ont pas fait grand-chose. Ils ont beaucoup moins de morts par habitant que nous. Nous, on a quand même consacré plus de 500 milliards d'euros. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances en matière économique, mais est-ce que vous imaginez si ces 500 milliards d'euros, on les avait injectés dans l'économie française? Mais c'est incroyable qu'on aurait pu injecter dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les prisons, dans les forces de l'ordre, dans l'armée, dans la recherche, dans les moyens de la justice, dans la sauvegarde du patrimoine religieux et historique français. On sait qu'il faudrait, par exemple, pour sauver, il y a 2000 monuments historiques de premier plan qui menacent ruine. Il faut 4,5 milliards d'euros. On les a pas. C'est M. Stéphane Bern qui fait un loto pour demander des pièces jaunes. Et il nous a mis 1 000 milliards d'euros. Il y a quand même un énorme problème. C'est le moins que l'on puisse dire, parce qu'on n'arrive pas à savoir d'ailleurs où tout est passé en définitive. C'était le deuxième argument. L'Europe, c'est la démocratie. Puis le troisième argument, c'était l'Europe, c'est la prospérité. Ben non. L'Europe, ça n'est plus la prospérité, c'est le contraire qui est vrai. On attribue à l'Europe, on attribue à la France un niveau de vie, mais l'Europe est en train de détruire ce niveau de vie. On attribue, en fait, on est comme dans un paquebot qui est en train de couler. Donc les gens continuent, vous savez, dans le Titanic, continuent à jouer de l'orchestre, mais le paquebot coule. Mais le paquebot, c'est ce que nous avaient légué les générations antérieures, qu'on est en train de dilapider, en fait. Le taux de pauvreté en France et de grande pauvreté, qui est suivi par l'INSEE, a diminué continuellement depuis 1945 jusqu'en 2000. C'est suivi par l'INSEE. Je crois que le taux de grande pauvreté, c'est en dessous de 850 € par mois. Et le taux de pauvreté, c'était 950 € par mois. Bon. Donc ce nombre-là, le pourcentage n'a pas arrêté de baisser. Et depuis l'an 2000, remonte. Ça, c'est le taux des plus pauvres. On sait que, vous savez, que par exemple, il y a actuellement une activité qui est extrêmement, qui a beaucoup de succès, ce sont les restos du cœur. C'est également les soupes populaires, l'armée du salut. Mais c'est pas tout, c'est que ça concerne les plus pauvres, mais maintenant ce sont les classes moyennes qui sont en train de dégringoler. Le taux d'inflation qu'on nous annonce, qui est de l'ordre de 6% avec M. Bruno Le Maire qui se gargarise de ce taux, c'est un taux qui est complètement artificiel. D'abord parce que les calculs de l'INSEE, c'est sur l'inflation sur l'ensemble des produits. Or, vous achetez plus souvent une demi-livre de beurre qu'une télévision à cristaux liquides. Un produit que vous achetez une fois tous les 10 ans, l'autre vous l'achetez tous les jours.
Donc ce qui compte pour les consommateurs, c'est d'abord et avant tout ce que vous achetez tous les jours. L'alimentation, la viande, le poisson, le beurre, l'huile, le pain, les femmes, les pâtes, etc. Bon. Mais aussi vos transports, l'essence, le gazole, les transports, la SNCF, c'est ça qui compte le plus. Hein. Or là-dessus, vous savez qu'on a un taux d'inflation qui est très supérieur à ce qui est annoncé. Sur les produits alimentaires, on est plutôt aux alentours de 12 à 15%, ce qui est quand même déjà beaucoup plus que ces 6% annoncés. Et vous savez que, paraît-il, si j'en crois à Michel-Édouard Leclerc et un certain nombre de grands distributeurs, ils tirent la sonnette d'alarme sur le fait qu'on va aller vers une explosion des prix. Hein. Bon. Alors vous savez que sur l'essence, on a le bouclier tarifaire, mais le bouclier tarifaire, vous savez ce que c'est aussi. Il s'agit de faire baisser artificiellement les prix par l'État, mais l'État paye ça en s'endettant, c'est-à-dire on reporte ça sur les générations ultérieures. Et pourquoi on a cette augmentation de l'inflation, à la fois pour des raisons structurelles et des raisons conjoncturelles, du point de vue conjoncturelles qui sont en train de devenir structurelles. Conjoncturelles devenant structurelles, ben c'est l'affaire de Nord Stream et l'affaire des sanctions. C'est-à-dire que l'Europe est en train de se suicider en se coupant de ce que la géographie physique nous impose, c'est-à-dire d'acheter nos hydrocarbures là où c'est le plus cher, le moins cher et le meilleur marché et puis le plus efficace, c'est-à-dire en Russie. T'as des pipelines qui font des gazoducs qui font 3000 km, donc c'est de très grande qualité. La logique veut que ce soit là qu'on s'approvisionne. Les Américains, en détruisant Nord Stream, nous forcent, et en nous imposant des sanctions contre la Russie, nous forcent à aller chercher des hydrocarbures ailleurs, et notamment, comme par hasard, aux États-Unis, avec des gaz de schiste, qui est une horreur du point de vue de l'écologie, et que les Américains, toujours très sympathiques, nous vendent 5, 6, 7 fois le prix de revient. Alors il faut bien comprendre un truc, c'est que la France et l'Allemagne, on vit sur un passé glorieux, et la France et l'Allemagne ont parmi les salaires les plus élevés du monde. On a également, parce qu'on a hérité de la protection sociale, de la générosité sociale qui a été décidée par les Français et leurs gouvernants depuis 30 ou 40 ans, on a les cotisations sociales, les charges sociales les plus élevées du monde. On a également parmi les impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, TVA, etc., parmi les plus élevés du monde. On a également, parmi les contraintes environnementales, parmi les plus élevées du monde. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a l'énergie la plus élevée du monde. Alors, pas besoin de dire que la suite est écrite. Surtout que nous avons en plus de ça des traités, les traités européens, notamment avec l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui nous impose la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc, qui permet à n'importe quelle entreprise d'aller se délocaliser ailleurs, sous des cieux où les salaires sont moins importants, les charges sociales sont inexistantes, les contraintes environnementales n'existent pas, et puis où l'énergie est bon marché. Vous avez vu que la France est désormais tombée à 9% du PIB pour le secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur industriel. C'est un désastre inouï. Quand j'étais étudiant à HEC, je crois que de mémoire, on devait être à peu près à 35 ou 38% du PIB qui était d'origine industrielle. Maintenant, on est le plus bas en Europe avec la Grèce. 9% du PIB qui est fait par l'industrie. Or, l'industrie, c'est quand même ce qui reste quand tout le reste s'est effondré. Parce qu'on nous bassine avec les services, avec les Uber, avec les Blablacar, tout ce genre de trucs. Bon. Mais ça, c'est comme la mousse d'une bière. Hein. Lorsque Lehman Brothers aux États-Unis avaient fait faillite, du jour au lendemain, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus qu'un bâtiment vide. Alors que lorsque vous faites faillite avec une entreprise d'industrie automobile, là, ce sont des industries très très lourdes. Et il faut des décennies pour bâtir une industrie automobile. Et puis si vous la détruisez, vous risquez vous savez que l'industrie automobile française est en pleine déroute. Alors ça, c'est la première raison. C'est notamment le découplage avec les États-Unis, avec la Russie pour la fourniture des hydrocarbures. Et puis il y a une autre raison dont on ne vous parle pas beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire, on ne vous en parle pas du tout, de l'inflation qui se développe un peu partout dans le monde occidental, c'est la planche à billets. La planche à billets qui est là pour éviter l'effondrement général.
Alors déjà, les Américains ont beaucoup développé la production de dollars, mais l'Europe également. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés financiers ne croient pas dans la survie de l'euro à terme. Je l'ai déjà expliqué, mais on ne peut pas dire... une chose qu'il faut quand même me reconnaître, c'est ma cohérence dans les analyses. Le problème, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie composite, c'est une monnaie commune. Comme une monnaie unique aurait supposé que l'on ait supprimé toutes les banques centrales de tous les pays de la zone euro, ce qui n'est pas le cas. Les Allemands avaient exigé de conserver chacun sa banque centrale nationale pour que ce soit facilement réversible. Donc je ne vais pas entrer ici dans un débat sur l'euro, sauf si je peux répondre à vos questions, mais je sais que c'est extrêmement emmerdant. C'est très rasoir et très technique. Donc les gens ferment les écoutilles. Mais si vous voulez bien me faire confiance, retenez quelque chose, 2-3 éléments. Un, il n'y a pas de banque centrale. Il y a la Banque centrale européenne, mais qui n'est qu'une banque centrale parmi les autres. Chaque pays a gardé sa banque centrale nationale, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de monnaie unique. Il y a une monnaie commune. Si vous avez 1 000 euros sur un compte bancaire à Bourg-en-Bresse, c'est 1 000 euros de créance juridiquement sur la Banque de France. Voilà. Or, il se trouve avec le système de l'euro que ces 1 000 euros, vous pouvez les transférer dans un compte que vous ouvrez. Vous avez le droit d'ouvrir, ça s'appelle le libre établissement. Vous pouvez ouvrir un compte sur, je sais pas, au Crédit Lyonnais, à Kurfürstendamm, à Berlin. Donc vous ouvrez et vous transférez vos 1 000 euros. Et à ce moment-là, les 1 000 euros deviennent, étant en Allemagne, deviennent 1 000 euros de créance sur la Bundesbank. J'espère que jusque-là vous me suivez. Le problème, c'est que si demain l'euro explose, si vous avez des créances sur la Banque de France, ça deviendra des francs. Si vous avez des créances sur la Bundesbank, ça deviendra des marks. Et si vous avez des créances sur la Banque de Grèce, ce que je vous déconseille, ça deviendra des drachmes. Alors le grand public, évidemment, ne comprend pas tout ça, ça lui passe assez au-dessus. Mais il y a des gens qui comprennent ce qui se passe. Il y a des très grandes fortunes, ou des grands investisseurs, ou des très grandes sociétés. Donc ils savent qu'il faut absolument placer son argent au maximum en Allemagne ou accessoirement en Finlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas, pour ce qui concerne la zone euro. Et si vous voulez échapper à la zone euro, vous allez en Suisse. Parce que nos amis suisses, dont je rappelle que c'est quand même un pays qui est à peu près la taille, plus petit que Bourgogne-Franche-Comté, qui compte 9 millions d'habitants, c'est quand même l'un des pays les plus riches du monde. Un pays le plus démocratique du monde. C'est un pays qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, et qui se porte très bien. Merci pour lui. Et qui pratique d'ailleurs des référendums d'initiative populaire. Bon, je ne vais pas faire de la Suisse, parce que je sais que quand je dis ça, il y a toujours des gens qui disent « Oui, mais en Suisse... » Oui, bien sûr, tout n'est pas parfait en Suisse, mais enfin quand même. L'exemple, il est à quelques dizaines de kilomètres de la France, est là pour nous montrer que le narratif qu'on nous explique depuis des décennies est faux, puisqu'on a un pays qui se porte merveilleusement bien. D'ailleurs, vous savez, les pays d'Europe qui se portent le mieux sont ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne. C'est la Norvège, l'Islande, la Suisse. Alors les gens me disent, ils haussent les épaules. Quand je dis, ah, ben, vous pouvez hausser les épaules, c'est quand même, c'est dommage. Pour la beauté de la démonstration, ça aurait été bien de montrer que la Suisse, la Norvège et l'Islande, qui ne sont pas entrés dans l'Union européenne, sont dans un état de misère noire. C'est le contraire que l'on observe. Alors je reviens à l'euro. Le problème de l'euro, c'est donc que la France est extrêmement endettée. Avec 3 000 milliards d'euros, nous sommes le pays le plus endetté de l'Europe, de l'Union européenne. On est suivi de près, on est talonné par l'Italie. Et que les marchés financiers voient ça avec beaucoup d'inquiétude. Et comme les marchés voient ça avec beaucoup d'inquiétude, lorsque l'État français émet une obligation à 10 ans, les marchés financiers demandent une rémunération supérieure à celle qu'ils demandent à l'Allemagne quand l'Allemagne émet une obligation à 10 ans. Par exemple, l'Allemagne va émettre une obligation à 10 ans, les marchés financiers vont demander que ce soit, je sais pas, quelque chose du style 1%. Mais si c'est la France, ils vont demander 2 ou 3%. Si c'est l'Italie, ils vont demander 4%. Alors pourquoi d'ailleurs ? C'est un des grands mystères qui vous est caché.
pourquoi est-ce que les marchés financiers demandent un taux d'intérêt supérieur pour acheter, pour souscrire à une obligation du Trésor italien ou du Trésor français, alors qu'a priori, on a la même monnaie. A priori, tout le monde se porte très bien, et donc il n'y a absolument aucune raison pour qu'on paye plus qu'on demande plus cher que pour une obligation allemande. Donc en fait, ça a été, je vois quelqu'un qui connaît bien la leçon dans la salle, j'ai déjà expliqué, je le redis pour ceux, parce qu'il faut toujours redire les choses. Il y avait l'ancien président de la BCE qui avait expliqué, Mario Draghi, qui était un Italien, il avait un jour lâché le morceau. C'est un peu comme Biden. Parfois, il parle trop. Comme Biden sur le Nord Stream, un jour, Mario Draghi, il a trop parlé. Il a expliqué, il a rappelé qu'un taux d'intérêt demandé par un marché financier, c'est pour rémunérer 3 risques. Le premier risque, c'est ce que l'on appelle le risque de liquidité. C'est-à-dire que si vous avez, mettons, 10 000 euros, et puis que vous décidez de ces 10 000 euros, plutôt que de les avoir sur votre compte en banque ou sur un compte à vue comme la caisse d'épargne, vous souscrivez un emprunt à 10 ans de l'État, de tel ou tel État, ben pendant 10 ans, vous n'avez plus votre argent. Et donc ça se paye, parce que peut-être que 6 mois après, vous aurez besoin de nouveau d'argent. Et là, à ce moment-là, il faudra que vous cherchiez de l'argent ailleurs. Ou que vous revendiez l'obligation en question sur les marchés secondaires. Donc ça s'appelle le risque de liquidité. À partir du moment où vous prêtez votre argent, ça mérite d'être rémunéré. Jusque-là, tout va bien. La deuxième raison qu'il avait évoquée, c'est le risque de solvabilité. C'est-à-dire que lorsque vous prêtez de l'argent, vous espérez que la personne à qui vous prêtez de l'argent va vous rembourser. Donc a priori, quand on prête à une banque centrale d'un grand pays, on ne court pas grand risque. Mais on a déjà vu des banques centrales faire faillite. Par exemple, la Reichsbank, la Deutsche Bank, Reichsbank en 1923 en Allemagne. Et donc, la solidité financière de la Banque centrale de Grèce ou de la Banque centrale d'Italie est un peu sujette à caution. Mais surtout, et c'est là où Mario Draghi a fait une grosse bêtise ce jour-là, c'était il y a quelques années, c'est qu'il a lâché le morceau en disant le troisième risque, c'est le risque de change. Oh, ça a fait le tour de la planète financière, ça a été aussitôt étouffé. Bon. Mais le mal était fait. Le risque de change, ça veut dire que tout peut arriver dans la vie. On a beau vous dire que l'euro n'explosera jamais, il se trouve que les gens qui connaissent l'histoire des monnaies plurinationales savent que toutes les monnaies plurinationales de toute l'histoire du monde ont toujours fini par exploser. Je vous renvoie à une conférence que j'ai faite il y a déjà plusieurs années qui s'appelle justement la tragédie de l'euro. Et donc, les marchés financiers se disent, bon, ok, d'accord, l'euro ne peut pas exploser, mais si ça explosait quand même. Et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'en effet, si ça explosait quand même, comme je le disais tout à l'heure, on sait que si demain l'euro explosait, les créances que vous avez sur l'Italie et donc les obligations du Trésor sur le Trésor italien, par rapport au dollar, perdront 30 à 35%. Quand même. Si c'est en Grèce, ça perdra 50%. Si c'est en francs français, on perdra 15% par rapport à l'actuel cours pivot vis-à-vis du dollar. Si c'est en marque, ça sera plus 35%. Et si c'est en florins, ça sera plus 20 ou 25%. Si c'est en marque finlandaise, ça sera du l'ordre de plus 18%. Donc les marchés financiers se disent « OK, l'euro ne va pas exploser, mais s'il explosait quand même ». Donc ils se prennent une petite gratte en se disant « on ne sait jamais ». Et donc, vous avez compris, si vous m'avez suivi, j'essaie de rendre le plus simple possible des choses qui sont un petit peu compliquées. Si vous m'avez suivi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus les taux d'intérêt demandés sur l'Italie ou sur la France augmentent, plus les marchés financiers sont sceptiques sur la possibilité de la France et de l'Italie de rester dans la zone euro. Et lorsque M. Macron nous fait plus 1000 milliards d'euros d'endettement en 6 ans, en 8 ans, les marchés financiers qui voient que la France est dans un état d'endettement absolument colossal, ils se disent bon,
Moi, je préfère, quitte à faire, plutôt s'il faut acheter une obligation sur le trésor français, je vais demander plus d'argent que sur le trésor allemand. Donc les taux d'intérêt demandés par les marchés financiers augmentent. Et le problème, c'est que les marchés financiers suivent ça comme le lait sur le feu. Ça s'appelle, en anglo-américain, ça s'appelle un spread, c'est-à-dire une différence. Et l'une des choses les plus suivies, c'est le spread qu'il y a entre l'obligation à 10 ans sur le trésor allemand et l'obligation à 10 ans sur le trésor italien. Et lorsque ce spread augmente, ça veut dire que le risque d'explosion augmente de façon quasi exponentielle. Alors ce problème-là est arrivé à plusieurs reprises déjà dans l'histoire de l'euro, et Mario Draghi avait trouvé avec les membres de la BCE une solution qui est un cautère sur une jambe de bois, comme on disait jadis, c'est-à-dire une fausse solution, c'est-à-dire on camoufle l'affaire. Il a décidé de racheter les obligations émises par les États, par la BCE les rachète. Or, c'est formellement interdit par les traités. Normalement, d'après les traités, la Banque centrale européenne n'a pas le droit d'acheter les obligations émises par les États. Comme c'était un Italien à la tête de la BCE, comme par ailleurs toutes les banques centrales qui sont à la BCE sont sous la pression des politiques qui disent on ne peut pas laisser l'euro exploser, il a donc été décidé que on n'allait pas racheter les obligations, mais on allait le faire quand même, et on allait le faire sur le marché secondaire. C'est-à-dire que lorsqu'un État émet un emprunt sous forme d'obligation, la BCE ne peut pas le racheter, des banques commerciales peuvent le faire, par exemple, mais la banque commerciale peut dès le lendemain le revendre sur le marché secondaire, d'occasion, si on peut dire, et là, la BCE va racheter sur le marché secondaire. Ça veut dire que les traités sont violés dans leur esprit. Ça a eu comme effet quoi? Ça a eu comme effet de faire baisser la tension sur les taux d'intérêt italiens ou grecs. C'est un peu comme si vous avez une maladie incurable et qu'on vous donne de l'aspirine pour faire baisser la tension. Alors effectivement, et la température. Donc effectivement, vous allez avoir votre température qui baisse, mais vous n'êtes pas guéri pour autant. Et le problème, la contrepartie de ça, c'est que la BCE a commencé à acheter des dettes sur l'Italie ou sur la France. Il y a une autre contrepartie, c'est qu'avec ce système, l'endettement de la France ou l'endettement de l'Italie se transcrit aussi dans un déficit commercial apocalyptique. Vous savez que la France, on bat les records de déficit commercial depuis Vercingétorix. On a fait 160 milliards d'euros de déficit commercial en 2022. Et que ce déficit commercial sert notamment à payer des importations venant, par exemple, d'Allemagne. Ça veut dire qu'au bout du compte, l'Allemagne voit arriver des excédents commerciaux sur la France ou sur l'Italie qui sont en fait financés par les déficits, qui sont en fait financés eux-mêmes par la Banque centrale européenne. Et les Allemands voient donc arriver, ils ont des créances qui augmentent à l'actif de la Banque centrale allemande, de la Bundesbank, qui sont des actifs sur des banques centrales des pays du Sud dans lesquels ils ont de plus en plus peur. Donc les Allemands, qui sont des gens sérieux en matière financière, surtout depuis l'expérience de 1923, ne veulent pas de ça. Il y a des demandes reconventionnelles devant le tribunal constitutionnel de Karlsruhe pour qu'il n'en soit pas ainsi, pour empêcher la BCE de continuer à racheter des dettes. Mais tout le monde sait que si la BCE arrête d'acheter des dettes, l'euro explose dans le mois qui suit. Donc c'est un truc complètement vicieux. Alors, l'été dernier, tout ça, évidemment, personne n'explique ça aux Français. Bon, d'ailleurs, pour une raison simple, c'est que personne ne comprend. Non, je dis ça, c'est très immodeste, hein, mais je peux vous assurer que les dirigeants politiques français, peut-être Macron y compris, en tout cas le maire, c'est sûr, ne comprennent rien à ce système. Je ne parle même pas de Mélenchon, Le Pen, ça c'est zéro. Ils parlent de choses, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc on est dans un système extrêmement vicieux, c'est que pour conserver l'euro, qui est une monnaie politique et idéologique, au bout du compte, l'Allemagne voit monter à l'actif de la Banque centrale de la Bundesbank des créances sur les banques centrales des pays du Sud, qui sont des créances de ce que les Allemands... Justement, il se passe ce que les Allemands ne voulaient pas. Voilà. Les Allemands, vous savez, au moment de la création de l'euro, ils appelaient ce qu'ils appellent le Club Med.
C'est tout un programme, c'est les pays du Sud, qui sont pas sérieux. Ils appelaient ça le Club Med. Ça, c'est quand ils étaient gentils. Quand ils étaient méchants, ils appelaient ça pigs. Portugal, Italie, Greece, Spain. Portugal, Grèce, Italie et Espagne. Pigs, vous savez, c'est les cochons en anglais. Ils sont encore plus méchants, et là, racistes, ils disent gypsy. Ça veut dire les romanichels, ils ajoutent un Y pour l'Irlande. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Alors, ils n'osent pas dire la France, mais enfin, ils le pensent beaucoup. Alors là, au bout du compte de tout ça, à l'été dernier, il y a eu une fièvre sur les taux d'intérêt. Le spread sur l'Italie et sur la France, mais sur l'Italie en particulier, a remonté très très fort, a dépassé les 4%. Ça a été panique à bord. Il y a eu on s'est réunis à la Banque Centrale Européenne sous l'autorité de Mme Christine Lagarde, qui d'ailleurs elle-même, maintenant elle comprend de ce dont il s'agit, mais quand elle avait été nommée, elle ne comprenait rien. Et donc un jour, elle avait dit dans une conférence de presse, quelqu'un lui demandait l'état du spread, elle avait dit qu'elle n'était pas là pour s'occuper des spreads. Enfin, c'est une connerie énorme. Ça a fait le tour de la planète. Dans la minute, les taux d'intérêt ont explosé sur l'Italie. Donc, il y a tous les gens de la BCE à Francfort qui ont ramé, ils ont convoqué la presse. Non, elle a été mal comprise. Tout le monde a été mal compris. Elle avait surtout rien compris. Alors là, l'été dernier, c'est reparti à la hausse très très fort. Donc, Madame Lagarde a convoqué tout le monde pour savoir ce qu'on avait fait. Et elle a annoncé qu'il y aurait un nouvel instrument de lutte contre la de transmission, je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc, ça veut rien dire. En gros, c'était pour dire non, maintenant, on va être beaucoup plus sérieux. Alors les gens disent, mais vous allez faire quoi ? C'est comme la journaliste allemande qui avait demandé à Biden. Donc là, on va être beaucoup plus sérieux. Alors les gens vont dire, alors, la BCE va plus racheter de... Vous allez faire quoi ? Alors voilà, on va être beaucoup plus sérieux. On va continuer. Mais, il y a un mais, c'est qu'il va y avoir des contraintes beaucoup plus importantes qui vont peser sur les pays pour qu'ils appliquent enfin sérieusement les grandes orientations des politiques économiques fixées par la Banque Centrale Européenne et par la Commission européenne, en vertu de l'article 121, je crois, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors tout ceci vous paraît extrêmement compliqué, ça l'est d'ailleurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Macron n'est pas du tout libre de quoi que ce soit. La réforme des retraites, elle est demandée par la Commission européenne depuis des années. Non pas d'ailleurs que ça résoudra le problème de l'endettement français, ça n'a rien à voir. Simplement que la Commission européenne est la cible depuis des années de lobbies très puissants et a commencé, vous connaissez tous le nom de BlackRock, qui est le fonds d'investissement le plus important du monde, qui gère, je ne sais plus, 7000 milliards de dollars. C'est un truc de dingue. Et donc les grands fonds d'investissement américains imposent à la France de passer à la retraite par capitalisation. Parce que les Français ne veulent pas, les Français veulent garder leur système. Donc Macron, un enfant de 7 ans ne ferait pas ce que fait Macron. Il sait très bien que dans la situation actuelle politique qui est explosive, on ne s'amuse pas à lancer un nouveau front. Ben non. Il est obligé, il faut bien voir qu'on a des dirigeants, ce ne sont plus nos dirigeants. Hein. Les gens que vous voyez ne sont pas nos dirigeants, ce sont des acteurs pour compte d'autrui. Alors, par ailleurs, ces achats de dettes françaises ou italiennes ont pour effet de produire de l'euro. Et donc cette augmentation de la masse monétaire, au bout du compte, se traduit également par cette inflation que nous vivons. Donc l'inflation que nous avons et qui va croître et embellir au cours des mois qui viennent est due d'une part à ce phénomène structurel de l'euro qui n'est pas viable de toute façon et qui finira par exploser. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a par exemple quelqu'un comme Marc Toiti, qui d'ailleurs n'est plus beaucoup invité nulle part, qui le dit aussi. Il y a d'autres personnes, Henri Guénaud, des gens comme ça que je connais. Mais quand je leur dis, ben alors il faut dire qu'il faut sortir de l'euro. Ah non. Et pourquoi ? Ah non. Et pourquoi ? On est dans un monde, la France est dans un monde où les débats les plus importants sont absolument interdits.
Alors, d'une part, parce qu'il y en a qui sont compliqués et les gens ne comprennent rien, c'est comme le cas de l'euro. D'autre part, il y a deux cas où là, les gens, c'est beaucoup moins compliqué à comprendre quand même. Par exemple, l'affaire ukrainienne. Et là, le débat est interdit, puisque de toute façon, ça n'est plus les dirigeants français qui décident, et les médias sont sous instruction. On a quand même cette chose extraordinaire en France de voir qu'on avance un peu comme des somnambules vers un risque de guerre nucléaire, avec des gens qui passent à la télévision en disant il faut y aller, il faut entrer dans... Enfin, c'est incroyable. Dans un conflit où non seulement nous n'avons strictement aucun intérêt, mais en plus on a exactement les intérêts inverses. Ce que devrait faire la France aujourd'hui, c'est exactement l'inverse de ce qu'elle fait. Alors on a bien sûr des narratifs qui nous expliquent la version américaine des choses, mais c'est la version américaine et ukrainienne. Alors là, on en parlera peut-être pendant les questions, si vous avez des doutes sur ce qui se passe en Ukraine et en Russie sur la problématique, je me permets de vous envoyer sur mes conférences que j'ai faites en ligne, mes vidéos que j'ai faites en ligne, et qui, soit dit en passant, il y en a une qui a dépassé 540 000 vues sur Dialogue franco-russe, où j'explique que l'objectif final n'est pas d'avoir l'Ukraine uniquement dans l'Union européenne et dans l'OSCE. L'objectif final, c'est de démanteler la Russie. D'ailleurs, Mme Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine, l'a elle-même dit il y a quelques jours, enfin quelques semaines. Elle a dit qu'elle trouvait qu'à son goût, la Russie était trop grande. Bon. Et donc, il va falloir découper en rondelles. Vraiment, je vous invite à aller voir ma conférence sur Dialogue franco-russe, parce que il s'est tenu... C'est pas des propos... Pourquoi je suis jamais invité dans les médias? C'est parce que les gens ont fini par me comprendre. C'est que moi, tout est toujours sourcé, et aux meilleures sources. Le 24 juin 2022, à Prague, s'est tenue une conférence de l'Union des Nations libres de Russie, où l'on a projeté comment la Russie allait être démantibulée en une dizaine ou une douzaine de républiques à l'intérieur. Et ce truc a fait l'objet la une du Kiev Post, qui figure d'ailleurs dans la vidéo que j'ai faite. Et par ailleurs, dans cette réunion publique, c'est pas le café du commerce, vous aviez l'ancien ministre des Affaires étrangères du président Porochenko, c'est-à-dire le prédécesseur de Zelensky, et vous aviez le responsable américain de la CSE, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, au département d'État. C'est donc porté par des officiels. Et Mme Victoria Nuland, comme je vous l'ai dit, c'est quand même... Elle est en charge, elle est secrétaire d'État adjoint aux États-Unis, elle explique ça. Je vous invite aussi, si vous ne connaissez pas bien l'histoire de l'Ukraine, vous êtes pardonnable, parce que les gens ne la connaissent pas... Enfin, on n'est pas spontanément à... Déjà, ça serait bien si les Français connaissaient l'histoire de France. Mais allez vous renseigner, je vous en conjure, allez vous renseigner sur l'histoire de l'Ukraine. Allez voir mes vidéos qui, elles n'ont pas fait 510 000 vues. J'en ai fait des vidéos qui ont fait 1 200 000, 1 300 000 vues. Ce qui prouve qu'il y a quand même un manque dans la société française, dans la société médiatique. Il faut savoir que l'Ukraine est un pays très très récent, qui a été créé par Staline entre 1920 et 1935, en gros. C'est un pays composite, qui n'avait pas existé auparavant. Staline a pris un malin plaisir à mélanger deux populations qui se haïssent. D'une part, les polono-lituaniens du Nord-Ouest, qui sont les héritiers d'un État qui existait au XVIIe, XVIIIe siècle, qui s'appelait la République des deux Nations ou le Grand-Duché de Pologne-Lituanie. Donc les villes du nord-ouest de l'Ukraine, la ville de Lvov, etc., sont peuplées de gens qui sont des polono-lituaniens, c'est-à-dire qui parlent à peu près... Le lituanien est un peu différent du polonais, mais c'est quand même deux langues très très voisines. Et c'était cette population-là qui faisait partie de ce pays qui s'appelait la République des deux Nations. Mais tout l'Est, à l'est du Dniepr, avec la ville de Kiev, a été rattaché à la Russie par le traité de Péreyoslav de 1654 et la principauté de Kiev, qu'on appelle la Rousse de Kiev, a intégré l'empire tsariste. C'est à partir de ce moment-là qu'on a d'ailleurs parlé de l'empire, le tsar de toutes les Russies. Parce qu'il y avait la Rousse de Minsk, la Rousse de Kiev, la Rousse de Moscou, etc. 1654, je rappelle qu'en 1654, la ville de Lille n'était pas française, la ville de Strasbourg n'était pas française, la Savoie n'était pas française, le comté de Nice n'était pas français. Donc on est...
On est dans le moment de l'époque de l'Europe où les États se constituent en définitive. Et donc depuis cette époque, Kiev et tout l'Est ont relevé de l'Empire russe. Le sud de ce pays actuel, ce sont des plaines marécageuses qu'on appelle les plaines pontiques, parce qu'elles bordent la mer Noire au nord, et la mer Noire, ça s'appelait, sous les Grecs anciens, le pont Euxin. Et ces terres étaient peuplées de populations qu'on appelle les Tatars ou les Tartares, qui étaient des populations islamisées. Mais depuis le Haut Moyen-Âge, alors je vais peut-être avoir petite défaillance, mais disons c'est aux alentours de l'an 1000 ou 1100, que tout le sud de l'Ukraine actuelle était peuplé de musulmans tartares. Essayez d'aller regarder dans une bibliothèque ou sur Internet des atlas français ou allemands ou anglais de 1780, et vous verrez que là où il y a actuellement les combats dont on parle, ça s'appelle la Petite Tartarie, le pays des Cosaques Zaporog, c'était leur nom. Il a donné d'ailleurs son nom à la ville de Zaporogie. Les Cosaques Zaporog ou les Tartares de Crimée, les Tartares, la Petite Tartarie. Or, ces populations musulmanes étaient en fait sous domination de l'Empire ottoman qui se trouve de l'autre côté de la mer Noire, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Mais enfin, la Turquie n'est plus qu'une petite partie de ce que fut l'Empire ottoman. Et c'est au XVIIIe siècle, à partir de 1760, que Catherine de Russie, la grande Catherine, qui était une Allemande, qui avait épousé le tsar, je crois que c'est Pierre II, qu'elle avait rapidement fait passer de vie à trépas, mais elle s'était donc ensuite approprié le poste de tsarine, et ça reste une des grandes dirigeantes de la Russie, bien qu'elle fût d'origine allemande à l'origine. Et elle avait le sang chaud, dans tous les sens du terme. Elle avait un amant qui était le général Potemkin. Et elle avait demandé à Potemkin d'aller conquérir les terres du sud de ce pays actuel, qui étaient peuplées de musulmans. Et donc il s'est agi un petit peu, c'est un peu l'équivalent avec 80 ans ou 60 ans d'avance de la conquête de l'Algérie par Charles X en 1830. Donc ils ont conquis ces terres. Un traité de 1794 a reconnu que c'était une propriété russe, et les Russes, à ce moment-là, ont envoyé l'équivalent des pieds noirs en France. Quand on a envoyé des colons en Algérie, les Russes ont envoyé des colons dans ces terres conquises sur des terres musulmanes. Et ils ont créé des villes ex nihilo, ou à partir de petits fortins ou de petites bricoles. Ils ont créé la ville de Marioupol, ça veut dire, c'est du russe, ça veut dire la ville de Marie. La ville de Mélitopol, ça veut dire la ville du miel en russe. Ils ont créé une ville qui s'appelle Odessa. Odessa, c'est Ulysse, Ulysse dans l'Odyssée. C'est une ville russe qui a été créée ex nihilo, c'est les Russes qui l'ont créée. Ils ont en Crimée mis la main sur la grande baie. Ils ont découvert une immense baie qui était formidable pour avoir un port militaire. Ils ont créé une ville qu'ils ont appelée la ville de Sébastien, Sébastopol. Et donc ils ont mis la main sur ces territoires qui sont depuis lors peuplés, pour que vous compreniez un peu la situation, c'est un peu des pieds noirs russes, mais depuis 250 ans. Donc on est dans un peu la même situation que la France en Algérie, sauf que il n'y a quasiment plus de Tartares. D'ailleurs, Staline en a déporté dans les années 1940 parce qu'ils avaient collaboré avec les envahisseurs nazis. Donc si vous allez en Crimée, ce que je vous conseille un jour, c'est un pays magnifique, notamment le sud ressort de la Côte d'Azur de 1910, c'est extraordinaire, ça a été très peu... Vous verrez qu'il y a un proverbe russe qui dit que les habitants de la Crimée sont plus russes que les Russes. Et tout le sud de ce pays est devenu russe, russophone, russophile. Donc le drame, c'est que Staline a fait ce pays de briques et de broc avec des gens qui se détestent. Puisque par ailleurs, vous savez que la Russie et l'Allemagne se sont partagées à plusieurs reprises la Pologne pour faire disparaître la Pologne. Vous avez des cartes où il n'y a plus la Pologne. De telle sorte qu'après 1918, lorsqu'on recrée la Pologne, les Polonais détestent les Russes plus que jamais, détestent aussi les Allemands. C'est d'ailleurs toujours vrai, Vous savez que la Pologne, en ce moment, est le fer de lance
pour nous entraîner à la guerre contre la Russie. Mais ils ne portent pas non plus beaucoup dans leur cœur les Allemands, puisque vous avez vu, ça on en parle mezza voce en France, ils ont quand même sorti, là, il y a un mois et demi, une demande de réparation à l'Allemagne de 1300 milliards d'euros pour les dommages de guerre. On s'adore au sein de l'Union européenne, hein, c'est franchement... Alors les Polonais ont des raisons d'avoir subi effectivement le joug russe. Il ne faut pas non plus être... Ils ont des rancœurs historiques. Il y a eu aussi l'affaire que dans les années 30, il y a eu une famine terrible. Alors a-t-elle été provoquée délibérément par Staline ou bien est-elle le fruit des circonstances? On n'en sait rien. Ça dépend du point de vue de l'interlocuteur qui vous en parle, mais ça s'appelle Holodomor. Et donc c'est une poire, une haine des Polonais contre la Russie. De telle sorte qu'en 1941, lorsque Hitler a envahi l'Union soviétique, l'Ukraine ayant été créée par Staline comme une république socialiste fédérative d'Ukraine, membre de l'URSS, lorsque les troupes nazies sont entrées en Ukraine par le nord-ouest du côté de Lvov, elles ont trouvé un accueil délirant. Les gens les applaudissaient parce qu'ils allaient les sauver des Russes. Et donc c'est depuis cette époque que vous avez en Ukraine une grande partie de la population qui sont les descendants, qui sont d'origine polono-lituanienne, qui sont très proches des néo-nazis. Vous l'avez vu, vous le savez. C'est quand même l'Ukraine, c'est un pays où vous avez des avenues Bandera, les places Bandera, des trucs comme ça. Bandera, c'est le summum de la collaboration avec Hitler. Il a collaboré notamment à l'assassinat de dizaines de milliers de juifs. C'est comme si en France, vous aviez des boulevards Marcel Déat, des avenues Philippe Henriot, qui était le chef de la propagande, la promenade Joseph Darnan, c'était le responsable de la milice nazie. Enfin, c'est ça, en fait, l'Ukraine. Hein. Dans la partie peuplée de polono-lituaniens. D'ailleurs, vous savez que parfois vous entendez qu'on y a encore quelquefois des ultimes procès pour crimes contre l'humanité. On a retrouvé au fin fond de l'Arizona un type qui a été gardien à Auschwitz. Je pense à Demanjuk, par exemple, c'était des Ukrainiens. Parmi les pires pour surveiller les camps de concentration, les camps de la mort, vous aviez des Ukrainiens. Mais des Ukrainiens d'origine polono-lituanienne. Alors, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a deux populations qui... la rupture est consommée. Et ce qui est extrêmement inquiétant dans cette histoire, c'est que l'on ne voit pas... c'est qu'il y a une chose qui est absolument certaine. C'est que les Russes ne laisseront pas tomber. Et qu'ils préféreront utiliser des armes nucléaires, y compris une apocalypse nucléaire, plutôt que de laisser démembrer la Russie, dont je vous ai dit que c'était l'objectif final. Contrairement à ce que vous disent les médias en France, il y a une opposition en Russie, mais qui est pas très marginale, mais qui est assez marginale, de l'ordre de 15 à 20% de la population, qui sont plutôt attentifs. Mais actuellement, il y a 80% des Russes qui sont derrière Poutine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'opposition à Poutine, c'est que, en fait, il y a énormément de Russes qui le trouvent trop mou. C'est ça la vérité. Parce qu'il faut bien comprendre que, vu des Russes, c'est une guerre civile. Puisque l'Ukraine et la Russie ont été, depuis tant de siècles ensemble, qu'il y a beaucoup de couples qui sont à la fois russo-ukrainiens. C'est comme si la Bretagne obtenait son indépendance de la France, du reste de la France, et puis qu'on ait donné à la Bretagne le département de la Loire-Atlantique, comme ça, puisqu'il la réclame. Et puis ça, c'est la Crimée. Et puis que, finalement, cette Bretagne indépendante devienne le fer de lance de l'impérialisme de l'OTAN et commence à vouloir démembrer le reste de la France. C'est ça le truc. Donc un dirigeant français pourrait être tenté d'intervenir justement dans les territoires français en Bretagne, mais il prendrait des gants parce que c'est le même peuple en fait. Donc la vérité oblige à dire, alors je sais que si je dis ça, on va dire bien sûr que j'ai des quantités de valoches de Poutine. Vous n'imaginez pas le nombre de valises que je reçois de Poutine. Tous les jours, on peut en témoigner.
Parce qu'ils n'ont pas d'autre argument que la diffamation. Moi, je voudrais bien débattre, que les gens disent « C'est quoi l'histoire de l'Ukraine ?» S'il y a un pays qui, objectivement, avait des raisons de demander que les territoires du sud de l'Ukraine lui reviennent, c'est la Turquie, en tant que successeur de l'État ottoman. Sauf qu'il y a eu ce traité de 1794 qui a définitivement donné ces terres à l'Empire russe. Mais ce ne sont pas les polono-lituaniens du Nord-Ouest qui ont quelque légitimité que ce soit sur le Sud, sauf parce que ça a été créé artificiellement par Staline en 1920-1930. Et à l'époque, il n'y avait pas la Crimée. C'est Khrouchtchev qui a donné la Crimée à l'Ukraine en 1954 pour le tricentenaire du traité de Péreyaslav. Alors ça, c'était un peu mystérieux pourquoi Khrouchtchev a fait ça, mais à l'époque, ça ne prêtait pas à conséquence puisque c'était dans le sein de l'URSS. Sauf que maintenant, lorsqu'en 1991, l'Ukraine a pris son indépendance, elle est partie avec la Crimée. Et ce qui s'est passé, c'est que pour les Russes, c'est inacceptable. C'est le grand port de la marine russe en eau chaude. Sinon, ils sont bloqués par les glaces à Arkhangelsk dans la mer de Barents. Et sinon, il faut aller de l'autre côté de la planète, à Vladivostok. Donc le grand port de la marine russe pour les eaux chaudes, d'ailleurs déjà bloqué par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, mais qui leur permet d'avoir accès à la mer Méditerranée, puis ensuite à l'océan Atlantique, c'est justement le port de Sébastopol. Donc, le fait de perdre le port de Sébastopol est inacceptable pour les Russes. D'autant plus que c'est pour donner ce truc à un peuple, des polono-lituaniens, qui ne l'ont jamais eu. C'était une idée de Khrouchtchev en 1954. Donc, entre 1991 et 2014, les présidents qui ont été élus en Ukraine étaient des présidents qui avaient le sens des réalités et qui savaient qu'il fallait quand même ménager l'ours russe. Ils ont donc signé des accords, des baux amphithéotiques de 99 ans, mettant toujours à la disposition de la marine russe le port de Sébastopol, pour montrer que, ils étaient souverains, mais c'était une souveraineté limitée par la présence de l'ours russe. Je vois d'ailleurs des gens qui me disent « Ah, vous qui êtes pour la souveraineté de la France, comment pouvez-vous accepter ?» Il y a un principe, c'est le principe de réalité. On peut pas... Le Mexique, par exemple, est un pays souverain, mais si d'aventure l'actuel président mexicain donnait son accord pour faire installer des bases russes tout le long du Rio Grande, le long de la frontière avec le Texas et l'Arizona, je ne pense pas que ça se passerait très bien. Alors ça, c'était du temps de Porochenko, du temps des présidents entre 1991 et 2014. Et vous savez qu'en 2014, les Américains ont fait une révolution de couleur. Ils ont viré le président élu et ils ont fait mettre au pouvoir un nouveau président Porochenko et son successeur Zelensky, qui jouent la partition américaine. Et c'est dans un État, d'ailleurs, un régime de corruption inouïe. Alors quand je dis ça, il y a des gens qui disent « Oui, et la Russie n'est pas corrompue ». Oui, si, la Russie est corrompue, elle n'est pas la seule. D'ailleurs, l'Union européenne est également très, très corrompue. Mais avec l'Ukraine, on atteint quand même des sommets. Alors, pays ultra corrompu, pays infiltré de néo-nazis, pays qui de toute façon n'est là que pour servir les intérêts des États-Unis. On retombe sur BlackRock. Vous savez que Zelensky a passé un accord. C'est BlackRock qui va s'occuper de tout maintenant en Ukraine. C'est quasiment BlackRock qui achète l'Ukraine. Alors nous, là-dedans, dans toute cette affaire, il est évident qu'on devrait s'en tenir à l'écart. Il est évident que les Russes n'accepteront jamais, surtout que je vous ai dit que le problème que rencontre Poutine en Russie, ça n'est pas qu'il a une opposition à la guerre. Il y en a, mais qui est marginal, qui ne représente rien. Le problème de Poutine, c'est qu'il a une opposition de gens qui le trouvent beaucoup trop mou. Et qui font valoir que les Américains, quand ils interviennent à l'étranger, ils ne font pas dans la dentelle. Parce que Poutine a fait intervenir l'artillerie. Il y a certainement quelques milliers de morts. Il y a certainement des crimes de guerre, d'ailleurs, des deux côtés. Mais ça, c'est quasiment inévitable dans le cas de guerre. Mais je rappelle quand même que les Américains, quand ils sont intervenus en Irak, c'est des B-52 à 9000 mètres d'altitude. Ils font du carpet bombing. Il y a eu 1 million de morts civils. 500 000 enfants irakiens morts pour chasser Saddam Hussein du pouvoir. Et vous vous rappelez cette vidéo extraordinaire, si l'on peut dire, où une journaliste de CBS avait interrogé Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine, en disant « Mais quand même, 500 000 enfants morts que les Américains ont fait pour chasser Saddam Hussein du pouvoir. Et
vous n'avez pas un peu gêné quand même? Et elle avait dit non, on pense que ça valait la peine. Et c'est ce même pays qui maintenant donne des leçons de morale à la Russie. Alors oui, on pourrait parler de tout le reste, le Vietnam, l'Afghanistan, la Yougoslavie, enfin voilà. La situation est d'ailleurs en train de se tendre beaucoup, puisque je voyais aujourd'hui même le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a commencé à faire des communiqués ahurissants, hein, vis-à-vis notamment des États-Unis, en disant que les États-Unis d'Amérique sont un pays qui, tout au long de son histoire, n'a été que 16 ans en paix, que c'est le principal producteur de guerre dans le monde, qu'il est, depuis la Seconde Guerre mondiale, il a tenté de renverser 50 régimes, créer des guerres dans 30 pays. Enfin, on en est là avec la Chine maintenant. Hein. Donc on sent qu'il y a une espèce d'embrasement mondial, parce que les Chinois, ils savent qu'après le démantèlement de la Russie, c'est eux qui vont y passer. Les campagnes sur le Tibet, les Ouïghours, le Taïwan, etc., font partie de cette situation. Donc la Russie n'abandonnera pas. Mais les États-Unis sont dans une très grande difficulté pour céder. Parce que si les États-Unis cèdent, c'est un coup terrible au prestige de l'OTAN. Et surtout, ça va permettre à la Russie, qui aura gagné, d'aller de l'avant. D'ailleurs, Poutine, dans son dernier discours, en a parlé, et là je reviens aux questions monétaires, je suis désolé, mais en pratiquement une dédollarisation de l'économie mondiale, qui a d'ailleurs commencé, mais ça veut dire qu'il va s'entendre avec la Chine, avec l'Inde, avec les BRICS, en tout cas l'Afrique du Sud, et un certain nombre de pays d'Afrique, pour sortir de l'affaire du dollar. Et s'attaquer au dollar, c'est pour ça que De Gaulle a été viré. Mai 68, ce sont les décisions de De Gaulle de se faire rembourser en or les dollars. C'est très, très... S'attaquer au dollar, c'est très, très grave. C'est ce qui fait la puissance américaine. Les Américains ne sont pas des gens qui travaillent extraordinairement. Hein. Si vous allez aux États-Unis, dans le Middle West, à 6 heures du soir, il n'y a plus personne dans les bureaux. Hein. Les gens, ils se font un barbecue. Si vous allez en Chine, là, ça bosse. Hein. Donc, d'où vient la puissance américaine? C'est un truc qui... C'est le dollar. C'est le dollar qui permet, depuis 1945 à ce pays, d'acheter la planète entière en émettant de la monnaie, puisque c'est la monnaie acceptée partout dans le monde. Sauf que maintenant, ils ont trop tiré sur la corde et que de plus en plus de pays ne veulent plus accepter. Voilà. Et maintenant, là, le problème qu'ont les États-Unis, c'est qu'il a pu y avoir des pays comme la Libye, comme la France, qui ont essayé d'échapper au privilège dollar. De Gaulle s'est fait gicler avec mai 68, enfin avec les suites. Kadhafi ou Thomas Sankara ont trouvé une mort plus expéditive parce que s'attaquer au dollar, s'attaquer à l'oncle Sam, s'attaquer à ce qui fait sa puissance. Sauf que là, maintenant, c'est la Russie, c'est la Chine. C'est les premières puissances militaires mondiales. C'est l'Inde, éventuellement, c'est l'Afrique du Sud. Et donc, c'est un combat de titans auquel nous assistons. Hein. C'est un combat énorme, ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment d'une exceptionnelle importance historique de savoir ce qui va en résulter. Et on voit bien que dans tout ça, l'Europe, c'est zéro. Ou plus exactement, les masques tombent. Il est en train d'apparaître ce que je cesse de claironner, moi, depuis dans Vox clamans in deserto, comme on dit dans les évangiles, c'est que je explique que l'Europe, ça a été créé par les États-Unis d'Amérique. Et on voit donc que c'est triste. C'est triste de voir nos dirigeants, qui ne sont pas seulement les Français d'ailleurs. On a l'impression que c'est un peu comme les bourgeois de Calais. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens dans la salle qui connaissent l'épisode des bourgeois de Calais. En tout cas, on est là en train de... On voit tous les dirigeants du monde occidental qui vont à Kiev comme pour aller, je sais pas, comme aller à Notre-Dame de Lourdes. Alors on a eu la maire de Paris, on a eu Madame Hidalgo, on a eu Macron. Mais on a eu aussi des gens qui c'était un petit peu moins évident. On a eu récemment M. Édouard Philippe, parce que M. Philippe, pour préparer la présidentielle de 2027, il faut qu'il coche les cases. Hein. Pour ceux qui décident de ce que va être le prochain président de la République française, enfin, tant que les Français ne se seront pas réveillés. Hein. Mais si les Français continuent à dormir et à croire ce qu'on leur raconte matin, midi et soir sur TF1, LCI, BFM TV, etc.,
et que les Français, qu'on ait une super démocratie, et que Macron... là, on va vers la destruction du pays. C'est d'ailleurs bien entamé. Donc je peux vous dire ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent, si rien ne change, c'est que l'oligarchie qui pilote tout ça, qui regarde en fait les Français et leurs dirigeants comme un entomologiste regarde des fourmis dans un vivarium, hein, ou des scolopendres, en disant « Oh, ils font une élection présidentielle. » L'élection présidentielle est entièrement vérolée. Il n'y a plus de débat. Les candidats qui ne plaisent pas ne peuvent même pas concourir. Et puis vous avez une fausse opposition, et ça j'insiste, parce que ça m'a valu combien d'insultes depuis 15 ou 16 ans. Non seulement les élites euro-atlantistes, les dirigeants choisissent les dirigeants français, mais ils choisissent aussi quels sont les opposants qu'on doit présenter au peuple français. Sachant que ces opposants ont été entièrement rendus inoffensifs. Et plus ils gueulent, et plus ils sont inoffensifs, en fait. Mélenchon, je vous renvoie à c'est un truc extraordinaire. Moi, j'aime bien le regarder de temps en temps. Vous vous rappelez que Mélenchon avait rencontré Macron à Marseille, hein, sur le port, à minuit. Macron était sur le trottoir. Je ne sais pas ce qu'il faisait sur le trottoir, d'ailleurs. Enfin bref, il rencontre Macron sur le trottoir, et il dit à Macron lui dit « vous avez... Parce que là, quelques heures avant, Mélenchon avait fait un meeting où il avait traité Macron de tous les noms, que c'était quelqu'un d'épouvantable ici et ça. Et puis donc là, il les voit, et donc il dit vous m'avez traité quand même. Et Mélenchon, hein, allez revoir ce truc. Mélenchon, non, vous savez, c'est très excessif. Regardez le sketch qu'il y a en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est honteux. Avec des gens qui picolent, on a vu qu'on sait maintenant qu'il y a à peu près 58 députés qui sont ivres-morts. On a un truc à LFI. La seule chose qu'ils pourraient faire, c'est de se mettre d'accord avec le Rassemblement national pour lancer la procédure de destitution. Même si ça ne va pas jusqu'au bout, il y aurait au moins un truc, les médias seraient obligés d'expliquer pourquoi, d'avoir la liste de tous les articles de la Constitution que Macron piétine. Notamment l'article 35 qui fait obligation au chef de l'État de faire voter, d'avoir un débat et de faire voter l'autorisation de poursuivre au bout de 4 ans des interventions militaires à l'étranger. C'est de façon totalement illégale que Macron envoie des milliards et des militaires et des armes en Ukraine. C'est quand même lui qui décide et c'est pas le peuple français. Au lieu de ça, que fait Mélenchon ? Voilà, on discute, je sais pas ce qu'on fait. Bref. D'ailleurs, je ne sais plus qui de chez Mélenchon a dit que jamais, ils ne voteront une motion de censure avec le Rassemblement national. Bon, c'est parfait, c'est terminé. Ça veut dire que Mme Borne, elle est là, elle est bien là. Quand je vois que LFI dit qu'il ne faut pas voter avec le RN, parce qu'on n'a pas du tout le même programme, je sais pas quoi, on a toujours les mêmes salades. Mais il ne s'agissait pas de voter pour le programme du RN, il s'agissait de virer Mme Borne. Le programme du CNR, le Conseil national de la résistance de 1943-44, c'était justement l'alliance des Français de tous les horizons, y compris De Gaulle y avait beaucoup tenu, l'avait demandé à Jean Moulin, y compris quelques rescapés de la cagoule, c'est-à-dire de l'extrême droite française, ou de l'action française, extrême droite anti-nazie, ça existait. Et le RN, c'est pas mieux. Parce que le RN, qui avec d'ailleurs ses députés pourrait aussi lancer la procédure de destitution, en tout cas demander, se faire l'apôtre de ça, le RN, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant coche aussi toutes les cases. Voilà, ils sont pour l'Europe, pour l'euro, pour l'OTAN, pour le soutien à l'Ukraine, c'est Bardella qui l'a dit. Vous allez voir que si ça continue comme ça dans les semaines qui viennent, on va voir Mme Le Pen ou M. Bardella aller à Notre-Dame de Kiev, hein, pour aller serrer la louche du mec qui se déguise en kaki. On devrait avoir aussi, je suppose, dans le même mouvement, on va avoir tous les gens qui essaient de cocher les cases pour complaire à l'oligarchie internationale qui décide de qui on va mettre dans les médias pour que les Français les élisent.
Et vous avez, je ne sais plus si j'en parlais ici ou j'en parlais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu que le journal The Times de Londres, c'est la presse Murdoch, c'est un des journaux de l'oligarchie par excellence, le Times, a fait un article avec une grosse une. Le prochain président de la République française sera Madame Le Pen. Il faut arrêter de penser que Madame Le Pen est une opposante, hein. Comme Madame Meloni. Madame Meloni, vous vous rappelez, en Italie, on nous a présenté pendant des semaines et des semaines en France que Meloni, c'était une fasciste, c'était l'héritière de Mussolini, etc. Il y a même eu le journal de l'Humanité qui a fait sa une, les fascistes aux portes du pouvoir. Si vous alliez regarder le programme de Madame Meloni, ce que j'avais fait, j'ai d'ailleurs fait une vidéo pour dire que tout ça c'était de la blague. Madame Meloni, dans le programme de gouvernement qu'elle avait signé avec Salvini, avec Berlusconi, avec une quatrième force dont j'ai oublié le nom, qui est une petite force, le premier paragraphe de cet accord de coalition de Madame Meloni, c'était « L'Italie étant un des pays fondateurs de la construction européenne, l'Italie doit poursuivre et approfondir la construction européenne. » Deuxièmement, l'Italie doit absolument rester dans l'euro. Troisièmement, l'Italie est un membre actif de l'OTAN et doit refuser l'invasion militaire en Ukraine et soutenir l'Ukraine. C'est ça, c'est les cases à cocher. Alors, si vous cassez, en plus, il faut être, si possible, hein, Young Leader de la French American Foundation. Donc actuellement, l'oligarchie est en train de mettre en piste ce qu'on va présenter aux Français dans les semaines et les mois, et plus exactement les années qui viennent. C'est-à-dire Madame Le Pen, probablement Édouard Philippe, qui coche toutes les cases, hein, qui est allé à Kiev. Sauf que Macron a demandé sans doute à l'ambassadeur de faire en sorte qu'il ne soit pas reçu par Zelensky, donc il a été reçu seulement par le Premier ministre. Ça fait partie de ces petites vacheries qu'il y a au sommet de l'État. Donc monsieur Édouard Philippe, vous savez ce que c'est son programme, hein. On le présente comme le responsable politique préféré des Français. On vous le met, on vous le dit. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui me dit « Moi, j'en pince pour Édouard Philippe », ça n'existe pas. Mais on vous met des sondages où on dit « Monsieur Édouard Philippe, il y a 37% des Français. C'est l'homme politique préféré des Français. » Et moi, j'ai regardé son programme. Je vous assure que le seul programme que j'ai vu de monsieur Édouard Philippe, c'est de nous expliquer qu'il perd ses poils. Mais c'est vrai. Il a une alopécie, alors on est là, oui, oulala, il a plus de sourcils, il a plus de cheveux, et d'abord qu'il se rase la barbe, et puis après ça, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Il va nous montrer la bande maillot, enfin je sais pas où c'est quoi. Le programme de monsieur Édouard Philippe, c'est d'expliquer. Et vous savez, je fais rire, mais c'est là. Tout ça est parfaitement calculé par des officines de communication qui disent il faut le rendre humain. Donc le type, pour montrer qu'il est humain, la seule chose qu'il dit, c'est que voilà, il a une alopécie, il perd ses cheveux. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte le niveau de la politique française? Où est-ce qu'on est tombé? Alors les Républicains, bon, des profs ils me disent, on n'en parle pas. Parti socialiste, non. On a fait le tour, hein, je crois. En tout cas, le Parti communiste, les gens de la NUPES, élevé, tout le monde est derrière, en rang serré contre la Russie et pour l'Ukraine. C'est-à-dire que si vous vous en tenez à la représentation nationale, et si vous vous en tenez à ce que disent les médias français, radio, télé, journaux, dans 98% du cas, toute la France est d'accord pour faire la guerre à la première puissance nucléaire mondiale. Alors là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, je vois autour de moi, d'ailleurs, si vous êtes si nombreux, c'est quand même que vous savez qu'il y a quand même un vrai problème. Et là, c'est très très grave ce qui se passe. C'est pas de la rigolade, hein. Parce que quand on a des canons César qui sont utilisés par des Ukrainiens et qui tuent des Russes dans le Donbass, l'équivalent des pieds noirs, hein, ayez bien cette image à l'esprit. Le Donbass, c'est comme l'Algérie française avec des pieds noirs, sauf qu'il n'y a pas d'Arabes comme il y avait en Algérie. Ils ont fait partir les Tartares. C'est ça le truc, hein.
Donc il y a un soutien massif du sud et de l'est de l'Ukraine, défini de ce pays composite qui soutient Moscou, et tout le reste qui déteste. Ça veut dire d'ailleurs au passage que Poutine, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas du tout pour objectif de conquérir l'ensemble de l'Ukraine, parce qu'il sait qu'il se heurterait à un problème énorme. D'ailleurs, s'il y avait la vraie logique géopolitique, et peut-être qu'un jour ça va se terminer comme ça, la surprise générale, hein, c'est qu'il y a un accord entre Varsovie et Moscou. Et que la Pologne mette la main sur le reste qui a toujours été polono-lituanien. Ce serait ça la logique, en fait. Et que l'Ukraine disparaisse, en fait, de la carte. On est en France dans une situation absolument dramatique, puisqu'il n'y a pas de débat, et on agite de façon émotionnelle. On présente cette affaire comme si Poutine était Adolf Hitler. J'ai déjà dit, et je le répète, qu'on présente cette situation comme si le problème était apparu le 24 février 2022, c'est-à-dire il y a un an jour pour jour, et comme si avant il ne s'était rien passé. C'est exactement comparable aux collabos français de 1941-42 qui soutenaient Hitler et qui disaient s'il y a eu une guerre, c'est de la faute de la France et de l'Angleterre, puisque nous avons déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. C'était ce que disaient les collabos. Sauf que ce que ne disait pas les collabos, c'est qu'ils gommaient tout ce qui s'était passé entre le 30 janvier 1933, lorsque Hitler arrive au pouvoir, et le 3 septembre 1939. Ils avaient gommé toutes les raisons qui avaient fait que la France et l'Angleterre avaient fini par comprendre qu'ils ne pouvaient plus céder face à ce grignotage permanent de l'Europe au profit d'Hitler. De la même façon, ceux qui vous disent qui vous font partir le problème à partir du 24 février 2022 vous cachent tout ce qui s'est passé avant, et notamment depuis 2014 jusqu'à 2022, c'est-à-dire pendant les 8 ans de Porochenko et de Zelensky, avec les bombardements des populations du Donbass, avec le drame qui s'est passé à Odessa, des gens qui ont été brûlés vifs, et aussi avec les accords de Minsk I et Minsk II, où en fait la France et l'Allemagne ont donné leur signature officielle, comme quoi la France et l'Allemagne étaient les garants de ces accords dans lesquels le gouvernement de Kiev reconnaissait aux populations du Donbass la faculté de parler le russe, de garder leur identité russophone dans le cadre d'une fédération d'États avec une large autonomie. C'était ça les accords de Minsk. Et à peine les accords de Minsk avaient-ils été signés que Zelensky commençait à aller bombarder les populations du Donbass. Et on le sait de façon certaine, puisque vous avez vu cette révélation qui devrait valoir à soi seule l'arrêt immédiat de la guerre. On a appris de la bouche de Mme Merkel, confirmé ensuite par François Hollande, pardon, on a appris de leur bouche que les accords de Minsk avaient été signés uniquement pour permettre à l'Ukraine de s'armer pour préparer la suite. Que jamais la France et l'Allemagne, malgré la signature qu'ils avaient donnée, n'avaient envisagé un instant de faire respecter ces accords. Eh bien, je suis désolé, ça rappelle furieusement un autre accord, c'est l'accord de Munich de 1938. Si vous comprenez, on peint Poutine comme Hitler, mais non, c'est pas vrai. Le bon correspondant d'Hitler, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui ne cesse de grignoter, de même que Hitler avait grignoté l'Autriche avec l'Anschluss, puis les Sudètes, et ensuite intervenait en Pologne. De la même façon, vous avez l'OTAN qui a accumulé tous les pays de l'Est, puis ensuite s'attaque à l'Ukraine, pour ensuite s'attaquer au Donbass, pour ensuite s'attaquer à la Russie. Et lorsque Daladier et Chamberlain sont allés signer les accords de Munich en 1938 en donnant leur accord sur le fait que Hitler mettait la main sur les Sudètes, ils ont cru qu'ils assuraient la paix, mais en fait, ils se faisaient berner par Hitler, qui préparait la suite, qui préparait l'invasion. C'est exactement ce qui se passe. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces sujets. Que faut-il faire? Je vais terminer là-dessus avant de vous donner la parole. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Il faudrait d'abord, si je peux me permettre, que la France redevienne la France. Il faut que les Français arrêtent. Je veux dire, si j'avais un conseil à donner aux Français, vous n'écoutez plus la télé. Vous fermez la télé, vous la balancez aux encombrants. C'est un poison.
Deuxièmement, vous allez vous renseigner sur Internet. Il y a des gens qui me disent « Oh, il y a tout sur Internet ». Je dis « Ben oui, mais sur la télé, il n'y a rien ». Sur Internet, vous avez effectivement de tout, y compris d'ailleurs des gens qui sont pro-ukrainiens, qui développent les arguments américains, mais vous allez choisir l'information dont vous avez besoin. Et puis il faut que les Français ils fassent preuve de discernement. Voilà. De discernement. Il faut qu'ils m'écoutent, qu'ils écoutent Macron, et puis qu'ils se disent entre Asselineau et Macron, qui c'est qui dit la vérité? Qui est-ce qui croit dans ce qu'il dit? Qui est-ce qui récite un narratif? Et puis pas seulement, moi, regardez tout le monde. Et qu'est-ce qui est cohérent? Est-ce que ce qu'on me dit est cohérent? Est-ce que c'est constant dans le temps? Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça me permet de comprendre les choses? Donc c'est aux Français d'exercer leur discernement et leur responsabilité. Il faut que les Français comprennent qu'on veut leur imposer non seulement leurs dirigeants, mais leurs opposants. Il faut qu'ils comprennent que Mme Le Pen, c'est Mme Meloni, c'est M. Salvini, c'est M. Tsipras, hein, l'extrême gauche en Grèce, qui à peine était-il arrivé au pouvoir, avait privatisé tout et détruit les retraites des retraités, avec une multiplication par 2 des suicides de retraités, l'extrême gauche, hein, mais qui ne voulait pas sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. La clé du sujet, il est là. Tant que vous avez un parti politique qui vous dit qu'il reste dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, vous pouvez être certain qu'il ne changera rien. Rien. Tous les exemples le montrent d'ailleurs, parce qu'on est pris ensuite par des traités. Et donc je suis désolé, peut-être je le dis depuis 15 ans, les gens me connaissent maintenant. Sauf qu'il y a 15 ans, on m'insultait, on me critiquait, on me disait oui, j'avais un problème d'ego. Ah oui, ça c'est un truc. Paraît-il que j'ai un. Voilà, c'est arrêtez les querelles d'ego, faites ça. Mais je ne vais pas faire alliance avec le RN. Qui est pour l'euro, pour l'Union européenne, pour l'OTAN et pour soutenir Zelensky. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc il est hors de question pour nous de faire alliance avec ça. Mais on vous le met dans la tête. De la même façon qu'on a mis aux Italiens dans la tête que l'opposant, ce serait Meloni. Ou qu'aux Grecs, on avait mis que l'opposant, c'était l'équivalent de Mélenchon de l'époque, c'était Tsipras. Donc il faut que les Français comprennent, qu'ils aillent au-delà de ça, et qu'ils comprennent que les seuls vrais opposants, les seuls qui méritent leur confiance, ce sont ceux qui sont interdits d'antenne des grands médias. Voilà. Dès que vous avez quelqu'un qui est catapulté dans les médias, l'exemple de Zemmour, on pourra en parler longuement, c'est que c'est quelqu'un qui est poussé par l'oligarchie dans un but bien précis. Voilà. Alors maintenant, si les Français continuent, si les Français se disent « Oh ben oui, mais bon, il est bien Asselineau, mais bon, il n'y arrivera pas. Bon, je préfère voter pour... » Mais non. Non. Ça fait partie de la notion de vote utile. C'est un des cancers aussi. Ne votez pas pour des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Enfin, c'est dingue. À 25 ans, vous tombez amoureux d'un jeune homme, d'une jeune fille, et puis... vous dites, ah oui, vraiment, il est bien, mais bon, j'y arriverai jamais, donc je vais me marier avec... Enfin bon, j'arrête là ma métaphore parce qu'elle est dangereuse. Mais vous comprenez le truc, quoi. Il faut voter pour la personne, pour le parti, qui vous donne l'impression d'être fiable, d'être solide, d'être sincère. Et ne vous méfiez-vous aussi des impressions, faites des vérifications. Allez voir les vidéos que j'ai faites depuis des années. Allez les voir. Mes pires détracteurs, vous savez ce qu'ils ont trouvé? La seule chose qui m'a ouvert les gencives, c'est que j'ai mis 3 minutes à sortir le prix d'un porte-avions en 2017, quand j'étais interrogé. Et le prix d'un porte-avions. Voilà. C'est la seule chose en 15 ans. D'ailleurs, j'avais fini par le dire, j'avais donné 5 milliards d'euros, ce qui était à peu près le cas. J'ai mis 3-4 minutes à répondre aux journalistes. Mais allez voir tout le reste. Allez voir mes analyses sur l'Europe, c'est la guerre. Allez voir mes analyses sur l'euro. Allez voir mes analyses géopolitiques. Allez voir mes analyses sur qui est-ce qui dirige la France. Quand je pense qu'on a fait croire à nos parents, à nos grands-parents ou à nous-mêmes, ça dépend de l'âge que vous avez, que le traité de Maastricht, ça permettrait de faire contrepoint aux États-Unis. Vous comprenez qu'on nous vend le contraire exact de la situation.
On est dans un monde totalement orwellien, où le sens des mots est inversé par rapport à la réalité. Donc il faut ça, il faut se libérer de ça, il faut prendre les choses en main. Prendre les choses en main, ça veut dire, d'abord, est-ce que je suis interdit des grands médias à diffuser notre information tout autour de vous? Je vois d'ailleurs que ça marche, il y a de plus en plus de monde. Mais il faut aussi vous pénétrer des réflexions, des remarques, et puis dans les dîners en ville, y aller. Y aller, dire aux gens, non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que ça marche sur l'intimidation. Il faut y aller, et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'immédiat? Si j'étais à la tête de l'État, vous savez ce que je fais, mais c'est très clair, je l'ai dit, je le redis, c'est extrêmement clair, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de faux fuyant, il n'y a pas de jeu. Je pense qu'il conviendrait de peut-être réfléchir à envisager de... Non. La France devrait aujourd'hui, la première chose à faire, on arrête l'envoi de quoi que ce soit à l'Ukraine. Deuxièmement, on arrête les sanctions vis-à-vis de la Russie. Les sanctions ne marchent jamais nulle part. Et on négocie avec Poutine au passage le fait d'obtenir des hydrocarbures au tarif qu'obtiennent les Hongrois. Parce que les Hongrois, discrètement, ils n'ont pas fait de sanctions et ils reçoivent des hydrocarbures très bien pour eux. Parce que ça, cette affaire des hydrocarbures est en train de ruiner la France. Troisièmement, il faudrait appliquer ce que le général de Gaulle expliquait. Il faut regarder les Américains droit dans les yeux et ils finissent par s'y faire. Ça veut donc dire que, au lieu que ce soit la Russie et la Chine qui saisissent le Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'affaire de Nord Stream 2 et sur les révélations de Seymour Hersh, c'est la France qui devrait, avec l'Allemagne, avec l'Autriche, etc., ou toute seule s'il le faut, prendre l'initiative de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies en demandant l'audition du gouvernement norvégien et en demandant l'audition du chef de la marine américaine et avec une confrontation avec Seymour Hersh. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'a même pas fait ça? C'est les Chinois qui le demandent. On ne peut pas... Enfin, je veux dire, c'est une question d'honneur, en fait, au bout du compte. Voilà, si l'Europe ne réagit pas à ça, c'est terminé. Et vous savez que tout ça se paye extrêmement cher. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que la France perd pied de partout, en particulier en Afrique. Moi, il se trouve que mes vidéos qui ont beaucoup de succès sont beaucoup visionnées dans la francophonie. Allez voir les commentaires, que j'évite de lire parce que la modestie naturelle en est offensée. Mais allez voir, sans rigoler, allez voir les commentaires sur mes vidéos. Il y a beaucoup d'internautes qui sont au Maghreb, dans les pays de la francophonie ou en Afrique, au Canada, en Belgique, en Suisse, etc., au Liban. Donc il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent que la France est en train de disparaître dans le monde et qu'on est la risée du monde entier, en fait. Avec, par ailleurs, les rodomontades que nous ne sommes pas en mesure de tenir, puisque vous savez que l'armée française est absolument exsangue, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, notamment un programme, mais ça, le programme, il existe, sauf qu'il n'a jamais été présenté par la presse aux Français. Donc si vous voulez voir quel est le programme de l'UPR, le programme présidentiel que j'avais présenté en 2022, il est présent sur notre site. Et vous vous apercevrez que, contrairement à une légende que des gens bien intentionnés ont également dit sur moi, on a dit que j'étais obnubilé par l'Europe et que j'avais que ça à la bouche, que c'était mon seul programme. Non. Allez voir le programme de l'UPR, il y a 27 chapitres. Allez regarder sur les retraites. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo qu'on va sortir là-dessus pour rappeler quelle est notre position sur les retraites. J'avais proposé depuis 2007 d'ailleurs, ou 2010, d'inscrire dans la Constitution française le principe de la retraite par répartition. Je suis le seul à le proposer. Allez voir ce que nous disons sur les services publics. Je suis le seul à dire qu'il faut absolument restituer aux Français les grands services publics à la française, que sont EDF, la SNCF, GDF, la Poste, etc. Parce que plus on les détruit, et plus on les privatise, et plus on détruit en fait les services. Or, c'était des éléments essentiels d'abord d'appartenance à un même peuple, et aussi de justice sociale. Allez voir ce que je dis sur la culture, allez voir ce que je dis sur la diplomatie, sur la santé, sur l'école, l'éducation, l'immigration, etc. Et vous verrez qu'on a un programme très complet
qui, en fait, on m'a jamais autorisé à développer. Donc, je vais le présenter. J'ai commencé à le présenter. On sort des vidéos. Chapitre par chapitre, vous verrez ce que nous disons. Nous avons un vrai programme. Hein. Et ça a été pas mal caché aux Français. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.